C'est une nouvelle saison de votre émission Une personnalité dit tout qui débute aujourd'hui. À l'occasion, nous avons changé le concept, le décor et le contenu. Désormais, ce sont les murs d'une des splendides suites de l'hôtel Royal Oasis qui seront les témoins de ce que nous confierons les invités que nous recevons à cette émission. À ce nouvel exercice, c'est le journaliste Clarence Renoir qui va se prêter. Bonjour, bonsoir, merci de recevoir chez vous Une personnalité dit tout. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir. Merci d'accueillir chez vous cette nouvelle sortie de Une personnalité dit tout. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, c'est Clarence Renoir que nous recevons. Clarence Renoir compte plus de 25 ans de carrière dans les médias. Il a commencé très tôt avec la radio. Il est rentré à Radio Métropole en 1985 pour la quitter en 1998. Il a fondé Haïti Press Network, AHPN. Il a aussi fait de la télé. Au début des années 2000, il était à Télémax pour présenter Perspective. Clarence Renoir a aussi créé Vue d'Haïti, un magazine qui était paru sous le label de Haïti Press Network. Il est présentement directeur du bureau de l'AFP en Haïti. On connaît Clarence Renoir par sa voix imposante et grave, mais on ne l'a jamais vu prendre le micro pour chanter. Bonsoir Clarence. Bonsoir Gaspard. Et c'est avec une chanson qu'on va briser la glace, c'est la règle de l'émission désormais. L'invité, pour commencer, nous chante une chanson, sa chanson préférée peut-être. Après, vous nous direz pourquoi vous avez choisi cette chanson et pourquoi c'est votre chanson préférée si c'est le cas. Bon, la chanson préférée, je regarde comme ça pour voir dans ma tête, est-ce que j'ai plein de chansons que je préfère, mais celle qui me vient maintenant en tête, c'est celle qui peut-être ferait plaisir aussi, sans doute, à ma femme. C'est une chanson que je lui chantais au début de notre rencontre, je dirais, qui s'appelle Gabriel. Gabriel, toi que j'aime, tourbillon de joie et de douceur. Voilà, un peu, une phrase de la chanson. Là, c'est une phrase. Ouais. On voudrait tout le refrain. Alors, justement, votre femme s'appelle Gabrielle. Oui. Il y a une chanson au début de cette relation. Cette relation a été marquée par une chanson. Non, parce que je connaissais déjà cette chanson avant de la rencontrer dans les émissions que j'animais à Métropole. Et puis, quand je l'ai rencontrée, et donc je lui chantais cette chanson un petit peu pour plaisanter, etc. Gabriel, toi que j'aime, tourbillon de joie et de douceur, etc. Et voilà, c'est resté puisque nous sommes toujours ensemble. Voilà, c'est une chanson que je lui chante de temps en temps. On va revenir à cette relation, mais on va commencer par le commencement. Et vous êtes né à Dame-Marie, dans le département de la Grand'Anse. Vous êtes venu à Port-au-Prince pour continuer vos études, mais vous avez été tout de suite happé par le micro, la radio. Oui. Est-ce que c'est Dame-Marie qui vous a formaté, c'est votre enfance à Dame-Marie qui vous a prédisposé pour la radio, ou bien ce virus vous l'avez attrapé quand vous êtes arrivé dans dans ce Port-au-Prince très animé, différente de votre ville natale? Non, c'est-à-dire quand je suis revenu un peu sur moi-même, quand je reviens sur moi-même pour regarder dans le rétroviseur, comme on dit, je me suis dit que sans doute j'ai été un peu prédisposé dans le sens que la radio était pour moi, en tout cas à Dame-Marie, pour les jeunes de ma génération, le seul moyen de prendre contact avec la capitale. Parce que toutes les autres voies de communication avec Port-au-Prince étaient très distantes de nous-mêmes. Il fallait prendre un bateau pour aller à Port-au-Prince, c'est très dangereux et ça prend 2 ou 3 jours pour arriver à Port-au-Prince. C'est pas un truc pour nous jeunes. Et du coup, nous étions demandeurs des nouvelles de la capitale. Donc, quand un copain revenait, qui avait eu la chance de voyager à Port-au-Prince, et donc il était une grande vedette de la ville, on était tous allés auprès de lui pour aller lui demander qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez rencontré à Port-au-Prince, comment c'est cette ville. Mais nous, et notre point de contact avec la capitale était la radio. Mais difficilement parce que Dame-Marie est dans une cuvette au fond. Dans une cuvette, c'est une petite ville côtière qui est cachée derrière de grosses montagnes. Donc vous recevez très mal les ondes. Donc il fallait faire des exercices fous pour écouter une radio, mais généralement, les plus facilement, les radios qu'on pouvait capter, ce sont les radios étrangères. De Cuba? De Cuba, de la Colombie, ou les ondes courtes à l'époque, que ce soit radio Moscou, par exemple. C'est-à-dire c'était des radios interdites à écouter, mais nous les écoutions aussi parfois de temps en temps.
Et nous écoutions le soir, quand il y avait des matchs de foot, on était intéressés à voir les scores, les radios qui venaient difficilement de Port-au-Prince pour arriver à Dame-Marie, qui disparaissaient aussi pendant quelques minutes, longues minutes, et qui revenaient après. Donc c'était un peu difficile. Quand je suis arrivé à Port-au-Prince, donc j'ai découvert ce que c'était effectivement la radio, en fréquentant des studios de radio très tôt, effectivement, après mon arrivée à Port-au-Prince. Racontez-nous votre enfance. Dans les années 60-70, comment était l'enfance d'un petit garçon à Dame-Marie, particulièrement la vôtre? C'était une enfance, je dirais, heureuse. Et quand je dis heureuse, je ne vois pas le côté matériel des choses. Okay. Mais heureuse parce qu'on était entre copains, on faisait tout, on jouait au théâtre, on faisait du cinéma avec, vous ne pouvez pas imaginer quoi, avec des morceaux de carton, on dessinait des tontons, etc., et des véhicules pour les faire glisser sur un fil tendu, etc. Donc des trucs, on jouait au foot, on allait se baigner à la rivière, j'étais pas trop chanceux à la rivière, j'ai failli me noyer à 2 reprises. Mais c'était une enfance heureuse parce qu'on vivait dans la nature et on vivait avec nos parents. Donc moi j'ai connu une enfance très heureuse dans ce sens-là. Et aussi j'avais pu bénéficier très tôt de l'encadrement des religieux de la ville parce que mon père et ma mère étaient des gens très proches de l'église catholique et des frères, et des religieuses et des religieux. Donc j'étais tout le temps pris en protection, sous la protection de ces religieux et ces religieuses. Donc on avait une enfance vraiment très heureuse. Le dépaysement n'a pas été trop douloureux puisque vous étiez très bien au milieu des vôtres. Votre enfance a été très bien aussi à Dame-Marie. Donc ce dépaysement dans ce Port-au-Prince trépidant a été douloureux. Ça a été un choc. Alors j'ai deux contacts avec Port-au-Prince. Un premier contact très bref. Je suis venu après mon certificat d'études primaires comme un cadeau que ma maman m'avait offert pour me dire, bon, ok, maintenant vous avez 11 ans, 12 ans, vous pouvez aller à Port-au-Prince, on va vous envoyer chez une tante pour 1 semaine et demie, 2 semaines. C'était un contact, j'allais dire, très prestigieux, parce que je suis passé par Jérémie, la ville déjà qu'il fallait connaître, que je n'avais jamais connue avant, et ensuite j'ai pris un petit avion de Jérémie pour venir à Port-au-Prince. Donc c'était quelque chose de très prestigieux. Mais ensuite, le vrai contact avec Port-au-Prince est venu quand je devais venir poursuivre mes études secondaires, parce que j'ai dû passer par le bateau, comme tout le monde, difficilement. Donc c'est un trajet périlleux et difficile. Et c'était un choc parce que je suis arrivé par le port de Cité-Soleil. Cité-Soleil était le port qui accueillait les bateaux de la Grande-Anse. Donc je suis arrivé par là pour entrer dans la capitale. Et le choc parce que aussi, quand il fallait vivre dans la capitale, dans une petite pièce, avec une tante à moi, c'était pas une chose facile non plus parce que j'avais laissé le confort de la maison familiale, la maison maternelle, pour venir dans une petite pièce à Port-au-Prince. Et je me souviens très bien avoir dit à ma maman, « Maman, tu sais, j'ai écrit une lettre. Hein. Si, je sais que ma maman conserve les lettres, mon père beaucoup plus qu'elle. Et si je dois revenir à Port-au-Prince l'année prochaine, dans les mêmes conditions, je préfère rester à Dame-Marie, je ne reviens pas dans cette ville. C'était pas facile. Donc cette transition a été plutôt difficile. Très difficile. Et comment a été les jours à Quatre-Pressois, au CFC? Alors à Quatre-Pressois, c'est là que j'ai été accueilli, si vous voulez, parce que j'avais un très bon carnet. Et malgré que ma première année à Port-au-Prince, j'étais arrivé en retard à l'école, mais on m'a accepté quand même parce que j'avais présenté un très bon carnet. Mais j'étais Quatre-Pressois à la ruelle Nazon. Hein, et moi, je vivais jusqu'à Fontamara. Et longue traversée. Longue traversée que je devais faire à pied. À pied la plupart du temps. À pied parce que bon, il fallait avoir de l'argent pour payer la camionnette. Pas même une, plusieurs. Parce que sortir à Fontamara, à Martissan pour monter à la Lue jusqu'à la ruelle Nazon, ça fait du temps, ça fait du trajet. Donc parfois, il fallait faire dans les deux sens, l'aller et le retour. C'était ça. Du sport. Ah ben absolument, oui. Okay. Parcourir la ville. Alors maintenant, on va arriver tout de suite à la radio. J'ai pu comprendre en lisant à micro fermé, off the record, confident ces témoignages, que vous avez commencé très tôt, étant à l'école. Comment vous avez pu décrocher votre premier micro? Et c'est Radio Progrès Nouvelle, RPN, qui était sur la Grande Rue. Et comment j'y suis arrivé? Parce que comme j'aimais beaucoup la radio et je faisais du théâtre aussi en arrivant ici, j'apprenais
Hein. J'avais suivi des cours pendant les vacances avec Gérard Rizil, qui faisait un truc qui animait pour des jeunes, pour apprendre à parler, pour apprendre à jouer du théâtre, etc. Donc, par ce contact-là, par ce biais-là, je suis arrivé à Radio Progrès Nouvelle par une jeune fille qui était là à l'époque, et qui, quand elle a su que j'aimais la radio, elle a dit « Mais viens, on va voir si tu aimes vraiment et ce que tu peux faire à la radio ». Et quand je suis arrivé, je n'étais pas encore capable de composer mes phrases pour lire à la radio. Aussi, j'avais la peur de parler dans un microphone quand je pouvais imaginer qu'on allait m'écouter jusqu'à Dame Marie peut-être. Donc, Lady Lai, cette dame, m'a pris sur ses jambes. Vraiment, elle m'écrivait les phrases que je devais lire après les chansons, pour entrer les chansons ou les sons. Vous avez toujours eu cette voix grave, imposante qui fait radio? Je ne sais pas, mais elle a trouvé que ma voix n'était pas mauvaise et elle a accepté que je passe dans une émission, mais qu'elle m'écrive elle-même ce que je devais dire à la radio. C'était amusant et j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait mon chemin, je suis passé à Radio Port-au-Prince parce que Georges Lycéra m'avait invité à venir. Il avait une émission le matin, mais comme il était aussi chanteur, il voyageait parfois, il laissait l'émission. Il m'a dit, viens, on peut travailler ensemble, quand je ne suis pas là, tu me remplaceras. Mais je ne suis pas resté trop longtemps parce que son père était très sévère. Le père lui, il voulait apporter de la nouveauté. Son père était plutôt conservateur. Et ancien maire de Port-au-Prince aussi, qui était, qui censurait pratiquement ce qu'on disait à la radio. Il me demandait, ce monsieur, de venir lire pour lui, devant lui. Elle me donnait un journal, lisez-moi cet article pour voir comment votre voix passe. Et donc j'ai fait ça, et puis après je suis passé à Métropole. Oui, justement. Et vous êtes rentré à Métropole en 1985 ? 84 plus précisément. 84. Novembre. Donc vous avez connu une partie de la période de Duvalier à Métropole et c'était juste avant la grande vague où il y avait des journalistes exilés, où on avait... C'était après alors. Justement, après il y a eu Radio Haïti Inter, le départ de Jean-Dominique, etc. Vous viviez comment ces événements à Métropole? J'étais à l'époque à l'école encore, donc je ne vivais pas vraiment cet événement de manière directe. Quand je suis arrivé en 84, c'était après les événements. Donc, alors, ce que je voulais dire, c'est que vous vouliez faire de la radio, en même temps, vous viviez ces persécutions que connaissaient ces journalistes aussi. Vous n'avez pas eu crainte de... Certainement, mes parents ne voulaient pas. Quand ils ont su que je fréquentais la radio, ils disaient, mais est-ce que vous êtes malade, vous êtes fou pour aller à la radio parce qu'on venait d'arrêter des gens, les expulser et vous voulez faire la radio. Bon, j'ai dit... La motivation, c'était quoi maintenant dans ce cas? Moi, c'était ma motivation personnelle, parce que j'avais vraiment envie d'y aller et j'y suis allé. Donc, je voulais rester, je voulais continuer. Et la motivation était surtout aussi, il faut le dire, quand on écoutait à l'époque des présentateurs, des journalistes qui parlaient, quand on écoutait des émissions qu'on écoutait à la radio, tous les jeunes de l'époque vivaient de ça aussi. Vivaient des émissions à la radio, on se choisissait nos présentateurs préférés. On se battait littéralement pour dire que moi, ma montre est branchée sur Métropole ou sur Radio Haïti, etc. Moi, j'ai suivi Gilbert Fombo hier soir dans son émission, je crois qu'il était Trapèze des étoiles, etc. Donc, on avait un peu ça entre nous comme sujet de discussion aussi. Et on se cachait aussi parfois, je peux dire, pour commenter l'actualité politique d'Haïti entre 84, 85 jusqu'à 86. Donc j'étais animé déjà par l'envie de parler à la radio, de continuer à parler à la radio, malgré toutes ces menaces qui pesaient sur ceux qui fréquentaient la radio. Et bon, il faut comprendre aussi que j'étais disposé à le faire parce que j'ai été au-delà de l'interdiction de mes parents pratiquement pour continuer. Et vous avez même abandonné des études à la faculté de droit pour la radio. Voilà, c'est triste aujourd'hui de le dire, quand je fais le bilan je dis ça, mais bon, écoute, c'est fait. Effectivement, quand je suis entré à la faculté, d'abord j'avais essayé d'aller à la faculté des sciences parce que je croyais que j'étais bon en maths, donc je pouvais aller vers ça. Ça n'a pas marché, je n'ai pas réussi. Il fallait avoir des pistons. Il fallait avoir des pistons, absolument. Ça n'a pas marché dans les deux sens. Je n'ai pas réussi l'examen d'entrée, je n'ai pas été pistonné ou mal pistonné. Mon piston n'a pas bien joué, hein, donc je n'ai pas pu entrer à la faculté des sciences. Donc je me suis dirigé à la faculté de droit. Et là, j'ai été admis à la faculté de droit, j'ai commencé et la radio m'a empêché de continuer parce que j'étais tellement pris de passion pour la radio que je ne pouvais pas rater une émission que je voulais faire, je ne voulais pas rater un petit programme de radio et donc je grillais les cours, finalement, j'ai laissé tomber.
Mais c'est vrai que vous avez eu des mentors dans le domaine, mais est-ce que vous avez connu un parcours académique dans le domaine journalistique ou bien côté formation académique? Journalistique. Journalistiquement parlant, si tu veux, oui. Mais j'ai commencé avant, sans avoir été à l'école de journalisme. C'est venu juste après 1986. En 87, j'ai eu en fait ma première formation. Ça a commencé à l'Institut français. Il y avait un cours à l'Institut français de rédaction journalistique. Et de français aussi. Et de français. Et ensuite, il y a eu des formateurs étrangers qui sont venus à Port-au-Prince offrir des formations. Vous direz par exemple que Radio France Internationale s'était très tôt intéressé à la presse haïtienne, à la jeune presse haïtienne qui faisait l'expérience d'après 86, pour envoyer 2 formateurs venir ici. On avait choisi quelques journalistes, j'étais parmi ces journalistes-là, pour suivre une première formation à Port-au-Prince et en deuxième temps partir en France pour aller au CFPJ et avec un stage aussi à RFI. Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres formations qui sont venues, que ce soit aux États-Unis, à l'université de Maine, où nous avons été hébergés pendant une période de vacances d'été, 3 mois pour suivre une formation, et encore en France pour une autre partie de formation. Donc, ce sont des formations courtes, de 3 à 6 mois le maximum. J'ai fait Paris et Montpellier en formation journalistique, et ensuite donc les États-Unis. Elle a beau être intéressante, votre expérience à Métropole, c'était peut-être la plus enrichissante et la plus longue aussi à la radio, mais vous avez démissionné en août 98 et dans votre livre, j'ai pu lire la lettre de démission, il y avait une sorte d'amertume. Vous avez dû démissionner parce que c'était une obligation. Mais vous avez aussi quelque part regretté de partir. Il y a eu une sorte de regret ou bien vous étiez balancé entre l'enclume et le marteau. En fait, ma seule expérience de radio, vraiment, c'est Radio Métropole. Les autres, c'était des trucs d'enfants, de jeunes qui ne se souciaient de rien. Donc, en fait, j'ai grandi, j'ai été formé et j'ai grandi à Métropole. Et oui, quand vous avez démissionné, vous étiez responsable de la salle des nouvelles. Voilà. Donc, c'est comme quand on doit laisser sa famille. Et pour moi, Métropole était cette famille, si vous voulez. Quand on laisse sa famille, c'est pour grandir en général. C'était pour grandir, vous avez laissé Métropole? On grandit toujours quand on laisse sa famille. J'ai sans doute grandi en âge, en sagesse, comme on dit. Mais c'est pas facile quand on doit laisser sa famille. Parce qu'on a des souvenirs. Tous les souvenirs que j'ai amassés dans ma vie personnel et professionnel véritablement, c'est à Métropole. Donc là, quand il fallait prendre cette décision, je me suis fait mal, quelque part. Pourquoi cette décision? C'est pour des raisons multiples. Je n'ai pas une raison spécifique à vous dire que c'était pour cette raison-là que j'ai laissé. J'ai laissé parce que le moment était venu, sans doute aussi pour moi, pour laisser ma place à d'autres personnes. Et j'ai laissé parce que aussi il fallait faire d'autres expériences dans le domaine journalistique. Il fallait revenir aussi dans ma vie personnelle, familiale. Et j'en ai profité d'ailleurs pour retourner à l'école aussi quand j'ai laissé. Vous voyez, il y avait un tas de choses qui étaient au fond de moi pendant que j'étais à la radio. Je me passionnais pour la radio, mais aussi j'avais cette lutte entre moi-même et la vie professionnelle et la vie personnelle intellectuelle. J'ai toujours mal vécu quelque part de ne pas avoir eu l'opportunité de terminer mes études universitaires. Oui, c'est vrai, vous avez été à la faculté des sciences humaines aussi. Ensuite, à la faculté des sciences humaines. Et j'ai dû laisser aussi parce que la radio, les moments difficiles, les moments de troubles politiques, etc., qui nous prenaient beaucoup plus de temps dans la vie professionnelle que dans la vie d'étudiant, que, vous voyez, tout ça était à l'intérieur, je vivais avec tout ça à l'intérieur de moi et il fallait un jour que ça explose. Et c'était arrivé en août, effectivement, 1998, mais ça n'a pas été facile. On va voir le cheminement qu'a connu Clarence après sa démission à Métropole, après cette pause. Merci de rester avec nous. Nous recevons aujourd'hui Clarence Renoir qui est en train de tout nous dire. Dans la première partie, nous avons parlé de son enfance à Dame-Marie, ses débuts à la radio, la transition à Port-au-Prince pour avoir laissé sa terre natale dans la Grand'Anse et ses premiers balbutiements à la radio pendant la transition de 85-86. Et maintenant, nous allons parler maintenant de l'après-métropole puisqu'il a travaillé à Métropole de 85
à 98, où il a démissionné. Après Métropole, justement, vous avez fondé Haïti Press Network. C'était un genre d'agence avant-gardiste dans cette période. C'était l'une des premières agences en ligne, d'information en ligne. Et vous avez toujours été passionné, appelé par la technologie pour penser à faire une agence en Haïti. Il n'y en avait pas beaucoup, peut-être une seule qui existait avant. Ouais, je crois que AHP, peut-être avec Venel Romaré, existait déjà. Non. Alors, je parle d'agence d'information en ligne. AHP est arrivé sur Internet bien après. Oui, c'est vrai. Bien après. Nous étions effectivement, alors à l'époque, on l'appelait un journal électronique. Ce que je faisais, parce qu'il fallait vivre après Métropole, j'avais pas fait un calcul en laissant Métropole. Hein. C'est pas un calcul comme quoi j'avais un autre travail qui m'attendait. Non, je laissais parce que c'était un moment. Vous avez laissé votre chômeur. Oui, voilà, inconsciemment, si tu veux. Et après, donc, effectivement, est venue cette idée de faire une agence en ligne, mais qui a commencé par des petits bulletins d'information que j'écrivais avec quelques collègues, qu'on envoyait dans les ambassades, qu'on envoyait chez les particuliers qui les achetaient ou qui ne les achetaient pas. Mais pendant que vous étiez à Métropole, vous étiez correspondant pour plusieurs stations de radio, comme la radio suisse Romande, la Voix de l'Amérique aussi. La Voix de l'Amérique, oui, bien sûr. J'ai fait tout ça un peu. C'est aussi mon école, si vous voulez. Et donc, avec l'agence, on commençait à faire ça. On écrivait les bulletins, on les envoyait via email. Des abonnés, de quelques rares abonnés. Ensuite est venu le journal électronique. Et là, nous avons été un peu chanceux pour avoir été récompensés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a découvert que un petit groupe de journalistes avait fait quelque chose d'intéressant, de faire un petit journal électronique, que nous postions les nouvelles chaque fin d'après-midi pour dire voilà ce qu'il y avait en Haïti. Et nous avons été récompensés par une petite prime qui nous a permis d'avancer. Et puis c'est devenu une agence en ligne. Mais attention, quand on dit agence, c'est un gros mot, parce que en réalité, ce n'est pas une agence. Aujourd'hui, HPN n'est qu'un site ouvert en ligne, public, où tout le monde peut puiser de l'information. On ne vend pas l'information que nous avons, et on n'a pas de subvention non plus. On essaie de trouver de la publicité pour faire marcher HPN. Pour avoir été dans plusieurs salles de nouvelles, de journaux, de quotidiens, je dois vous dire qu'on puise souvent et régulièrement sur HPN, qui a souvent des scoops. Moi, j'en ai servi personnellement quand j'étais au journal L'Union, au Nouvelliste, et aussi à Magic 9. Donc, je dois vous dire que c'est assez fréquenté. C'est quoi déjà la fréquence? C'est 20 000 visites par jour. Ça peut descendre en dessous ou ça peut aller au-dessus. Ça dépend des périodes, des nouvelles. Les gens sont très intéressés quand il y a beaucoup d'intérêt, donc ça vient. Et là, à la fin de cette année 2013, on a remarqué qu'on avait plus de 1,5 million de clics faits sur le site, 1,5 million d'ordinateurs branchés sur le site, mais plus de 5 millions de clics faits sur le site pendant 12 mois. Alors là, c'est l'électronique qui parle, c'est pas Clarence Renard qui le dit, c'est Google. C'est facile de vérifier ça. Et vous arrivez à rentabiliser cette quantité de visites, parce que c'est beaucoup de visibilité. Les annonceurs ont intérêt. Ne cours pas après ça, parce que c'est quand même l'Internet. L'Internet est un médium de luxe, je dirais, pour Haïti. Combien de personnes peuvent avoir une connexion Internet, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir l'électricité, il faut payer aussi un service Internet. C'est pas facile. Et justement, je crois que notre taux de visite en Haïti est autour de 30%. Hein. Et les 70 autres. C'est surtout la diaspora. Surtout à l'étranger, dans tous les coins. Il y a des gens qui nous lisent dans des pays que nous ne connaissons pas, hein, que ce soit en Russie ou en Afghanistan, par exemple. On a découvert que jusqu'en Afghanistan, une personne était fou ce jour-là pour aller sur HPN. Bon, mais ça arrive. Mais 30%, c'est Haïti, et les 70 autres %, c'est en dehors d'Haïti. Vous n'êtes pas seulement contenté de rester dans l'information, puisque vous avez fondé Image Production, qui non seulement produit des documentaires, mais des spots publicitaires. Oui. Alors, dans un premier temps, Image Production. L'information peut cohabiter avec la communication comme communicant, comme annonceur, comme publiciste. Ça ne fait pas mon ménage. C'est deux activités différentes, il faut savoir quand on le fait, quand on fait chacune l'une ou l'autre. Mais Image Production a commencé avec d'abord l'idée de produire des reportages pour notre émission à l'époque, qui était Perspective, qui passait sur Télémax. Nous ne produisions que pour cette émission-là.
OK? Et donc, on a fait des reportages, que ce soit à l'intérieur d'Haïti, c'est-à-dire à l'intérieur de Port-au-Prince, mais à l'intérieur d'Haïti aussi, en voyageant dans les villes, et aussi à l'extérieur. On a eu des chances de partir, aller suivre des boursiers haïtiens dans des universités à l'étranger. Et donc, après, c'est normal, c'est un bureau de communication, c'est un bureau de production audiovisuelle, donc on fait aussi des reportages qui peuvent être commandés, achetés, etc. Que ce soit par des chaînes étrangères. Nous vendions aussi à des télévisions étrangères des images que nous avions pu faire ici, tourner. La publicité, oui, bon, l'information journalistique et l'information publicitaire, c'est deux activités différentes, mais il faut savoir quand on le fait aussi. Le journalisme, c'est le journalisme, la publicité, c'est la publicité. Ou l'annonceur, publiciste ou publicitaire, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai commencé à la radio. Je me souviens, je disais à des jeunes que je faisais, et je me faisais payer 25 $ haïtiens, 125 gourdes, pour lire l'annonce de film à Magic Ciné. Et c'était une annonce que Métropole passait et c'est ma voix qu'on avait choisie pour faire ça. Chaque semaine, j'étais content de pouvoir récolter 25 $, 125 gourdes pour lire ces annonces-là. C'était beaucoup à l'époque. Ah mais si, oui, ça faisait quelque chose quand même, 25 $. Alors, parlant de Perspective, Perspective, c'est une émission qui a connu un certain succès à Télémax. Et ça existait déjà depuis les années 2000. Et on va vous offrir la possibilité de voir la tête qu'avait Clarence au début des années 2000 avec des extraits de Perspective. Suivez. Messieurs, bonsoir. Et bien, vous pouvez réfléchir un moment sur les enfants qui... Vous les croisez très souvent sur le parcours, particulièrement dans la capitale. Ils vous approchent et vous abordent. Mais vous avez l'impression certaines fois qu'ils vous... Ces gamins, sûr. Ces petits délinquants, responsabilisation citoyenne et de l'État face à la violence faite aux femmes. Voilà, alors on va passer maintenant à ce témoignage pour prendre justement l'ampleur et la gravité de ce phénomène qui existe dans notre société. Oui. Je voudrais oser quand même une réflexion, un commentaire. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un acte de folie de la part de quelqu'un qui est désespéré de voir que sa femme l'abandonne? Je ne cherche aucune excuse pour ce monsieur qui a tué, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un acte de folie, un moment où la personne a perdu tout le contrôle d'elle-même? Qu'est-ce que vous en dites? Non. Il ne saurait s'agir de folie. Parce que le meurtre, arriver au meurtre, c'est toujours l'étape finale de la violence subie par les femmes. Ça commence toujours par les mauvaises paroles, les mauvais propos qu'on tient à l'égard de sa conjointe. Ensuite, ça va passer à l'étape des coups. De la gynécologue, de l'anthropologue, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je pense que même dans des moments de colère exacerbée, ce qui va sortir, ça va être un comportement normal qui prend des formes exagérées ou disproportionnées, mais qui se réfère toujours à un comportement normal. Et c'est ce qu'Olga disait. Et là, cette victime, qui la prend en charge aujourd'hui? Est-ce que l'État se charge d'elle, les organisations de femmes? Comment cet enfant de 3 ans qui a vu mourir comme ça, de cette façon sauvage et ignoble savamment, qui prend en charge cette personne? D'abord, ça va sûrement être le noyau familial. Ouais. Maintenant, où est-ce qu'il va avoir recours à? Ça devrait être d'abord au niveau justice. Justement, problème de recours, est-ce que les victimes de la violence parlent, témoignent assez? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord du genre accord préférentiel, ce que nous essayons de faire avec la République dominicaine, créer des échanges sur une liste restrictive de produits. Ça, c'est la première étape, hein, les accords, les traités, les conventions entre États ou entre groupes d'États. La deuxième étape, c'est la création précisément des zones de libre-échange. Hein, ça voudrait dire donc que c'est une douanière que tous les pays à des tarifs ou à un tarif sur l'ensemble des produits qui viendraient des pays étrangers pour entrer dans la région de la Caraïbe. Tout à fait, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, mais c'est encore un autre problème puisqu'il
évidemment des suspensions concernant le régime tarifaire. C'est le cas dans les négociations. Alors, qu'en sera-t-il à partir de ce moment, je dirais, d'un traité qu'Haïti avait déjà signé avec une autre entité? Bon, ça, on y reviendra. Parce que je ne suis qu'à la 3e séquence. Il y a encore une autre séquence qui est l'union économique, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, c'est en plus de l'union douanière, quelque chose qui pour Haïti est significatif, c'est la libre circulation des facteurs de production. C'est-à-dire la libre circulation non seulement à l'intérieur de cette zone marchandises, mais également des hommes. Ça veut dire, quand vous dites parler des politiques économiques, souveraineté, Haïti qui s'est engagé dans un programme d'ajustement structurel n'aura pas le droit de continuer dans ce programme dès que l'intégration aura été totalement accomplie? Bon, exactement le paradoxe actuel, c'est-à-dire que nous avons adhéré au CARICOM qui suppose un tarif extérieur commun supérieur au tarif négocié par Haïti avec les bailleurs de fonds internationaux. Haïti a le tarif douanier le plus bas de la région. Nous avons pratiquement fait ce qu'on appelle un désarmement douanier. 90% des produits paient 5% de taxes douanières, alors qu'au niveau du CARICOM, le tarif le plus bas est de 20%, et sur certains produits, il y a même des tarifs allant jusqu'à 40%. Homme d'affaires, vous qui êtes dans le secteur privé, il y a beaucoup de complications, il me semble, dans ce que vous venez de dire, enfin, sur ma compréhension. Votre présence à Télémax ne s'était pas limitée à Perspective seulement. Vous avez co-animé avec d'autres présentateurs de Télémax, Tutti Frutti Max, une émission qui avait connu beaucoup de succès, qu'on présentait après le téléjournal du soir. J'ai présenté aussi le téléjournal à Télémax aussi. Ah oui, c'est vrai, en effet. Donc vous avez non seulement fait la radio, la télé et le journal écrit aussi. Nous avons quelques exemplaires de la version imprimée de Vue d'Haïti. C'était un magazine assez prestigieux, tout en couleur, bien imprimé et de bonne facture aussi. Je dois l'avouer, j'étais un abonné régulier de ce magazine. C'est dommage que je le sache seulement maintenant parce que sinon j'aurais pu continuer. Alors vous avez arrêté parce que vous n'aviez pas assez d'abonnés ou d'annonceurs? Les annonceurs surtout, les abonnés, on en trouverait toujours si on donne ça en cadeau, par exemple, si on donne ça sans... oui. Mais les annonceurs, qui étaient rares, parce que, bon, un journal en Haïti, on sait la réalité d'un journal. Normalement, c'était du genre journal bien fait, bien écrit. Vous aviez eu que des professionnels à écrire dans ce journal. C'était bien présenté aussi. Pourquoi les annonceurs ne s'étaient pas intéressés à cela? Bon, parce que c'est une activité qui ne répond pas, je dirais, aux attentes du commerce. Le commerce, ça on peut le comprendre, le commerce en Haïti particulièrement cherche la radio ou en deuxième position la télévision, parce que le commerce cherche la masse. Et un journal, c'est trop élitiste pour quelques personnes qui peuvent lire, donc c'est pas dans un journal que le commerce va vendre véritablement. Donc les supports que nous avions en sortant Vue d'Haïti étaient des gens qui avaient compris que c'était une activité, une œuvre intéressante, une production intéressante, en couleur, et donc on nous supportait, mais pas pour investir en publicité là-dedans vraiment, donc il ne pouvait pas continuer à un certain moment. Et ça n'a pas pu marcher, et comme vous pouvez aussi le voir maintenant, il y a très peu, ou il n'y en a pas du tout de magazines en couleur dans le pays. C'est une réalité parce que le commerce cherche la grande masse et donc il cherche le médium qui permet d'atteindre cette masse plus facilement, la radio ou la télévision. Vous avez aussi publié, vous avez plusieurs chapeaux, publié à micro fermé en 2004 chez Sidika, à micro fermé, off the record, confidence et témoignages, où c'est pas un récit biographique, c'est pas non plus un mémoire, mais c'est plutôt la transcription de votre vécu dans le métier, de votre enfance un tout petit peu aussi. Et alors, c'était pas trop tôt, ces confidences et témoignages, puisque vous êtes encore journaliste, vous êtes correspondant pour plusieurs médias à l'étranger, vous êtes directeur du bureau de l'AFP en Haïti, vous êtes un journaliste sur le terrain, vous avez vécu des événements en Haïti, vous continuez à les vivre et il y aura une suite à ces confidences et témoignages? J'espère bien. Cette première publication, je dirais, couvre une période
à peu près de 15 ans de pratique journalistique et de rencontre aussi des personnalités politiques, de vécu, comme vous l'avez si bien dit. Mais le livre, il faut le voir dans les deux aspects qu'il présente. Il y a un aspect effectivement qui est biographique, autobiographique. Je parle, je dis, et tout ce qu'il faut dire de moi. Je n'ai rien caché pour parler de mon origine, de mon arrivée à Port-au-Prince, de ma vie, comme je l'ai vécu ici, et aussi des rencontres qui m'ont marqué dans ce métier, des rencontres, des faits aussi qui m'ont marqué dans ce métier. Comme la petite virée en prison aussi? Ben oui, c'est une expérience, ce sont des expériences qu'on vit quand on est dans... Alors, rappelez pour les téléspectateurs cette expérience en prison pendant le coup d'État, c'est ça? Oui, nous étions quelques journalistes, pas beaucoup, peut-être 2. En tout cas, je suis sûr que j'étais avec Jean-Max Blanc à Métropole et on a été couvrir une manifestation qui se faisait à l'intérieur de la faculté des sciences. On était là pour faire un flash dans le journal de 4 heures et puis, bam, la police arrive. Et on nous intime l'ordre de sortir de l'immeuble de la faculté. Alors, vous autres journalistes ou les étudiants inclus? Et tout le monde peut-être, mais nous les journalistes, on voulait sortir aussi parce qu'on devait travailler pour aller remettre ce que nous avions recueilli avec les étudiants à la radio. Et en sortant, on a été braqués et emmenés à la police. Donc on nous a gardés pendant quelques bonnes heures, longues heures je dirais, mais heureusement ça s'est bien terminé quoi. Vous avez été effronté quelque part. Puisque je crois que dans une conférence de presse, quelque chose de ce genre, vous avez dit au général Cédras, l'auteur du coup d'État, qu'il avait du sang sur la main. Il fallait être un effronté pour oser dire ça devant les autres caméras, devant les autres radios qui étaient là, en public, à ce général. Si un général de l'armée, quelqu'un qui revendique un coup d'État qui a été fait, qu'il assume, alors qu'il y avait, et tout le monde pouvait le constater, des crimes qui étaient perpétrés dans la ville de Port-au-Prince, des massacres qui étaient faits dans les quartiers. Donc, il y avait du sang dans les rues. Quand vous revendiquez ça publiquement aussi, c'est votre responsabilité de dire attention, général, vous dites que le coup d'État est... Mais savez-vous qu'il y a beaucoup de crimes aussi qui sont perpétrés maintenant? C'est comme si vous aviez du sang sur les mains. Il avait répondu quoi? Il avait répondu sagement, beaucoup plus sagement que ces fanatiques, ces partisans qui m'ont agressé après. Pour dire que vous avez osé dire ça au général. Et pourtant, lui, il avait compris que moi, je posais une question. Quelle était votre responsabilité ou jusqu'où pouvait arriver votre responsabilité dans tout ça? Est-ce que vous assumez ce qui se fait aussi comme crime dans la ville? Vous les condamnez ou vous les assumez? Donc, c'était une question que je posais. Il a répondu quoi? Je ne me souviens pas très bien. Il m'avait répondu, oui, nous allons prendre le contrôle de la situation, un truc comme ça. Et après, il m'a donné une interview beaucoup plus longue que l'interview de la conférence, parce que peut-être que j'avais osé, effectivement, il avait compris qu'il fallait aller plus loin. Mais attention, j'ai été pris par les deux groupes. Hein. Les partisans du général Cédras m'en voulaient pour avoir posé une question aussi dure au général, mais aussi les partisans du président Aristide m'ont accusé à l'époque d'avoir donné le microphone à un putschiste, etc. Bon, voilà. C'est la vie du journaliste en Haïti. Comme journaliste de terrain, vous avez vécu des expériences, des événements douloureux de notre histoire contemporaine, comme le massacre de la Ruelle Vaillant, le massacre de Saint-Jean-Bosco. Vous étiez sur place, par exemple, à la Ruelle Vaillant? À la Ruelle Vaillant, j'étais sur place au moment de l'arrivée d'une deuxième vague de personnes qui, effectivement, apparemment, ne voulaient pas de ces élections-là. J'étais là et j'ai couvert aussi d'autres événements, moins malheureux ou plus malheureux. Saint-Jean-Bosco, j'étais arrivé après avec des journalistes, on a vu beaucoup de choses. Mais j'ai vécu aussi un événement que, personnellement, qui m'a touché, c'est l'avènement de Mme Herta Pascal Trouillot à la présidence. Je crois que c'est un événement qui a surpris un peu tout le monde, si vous voulez, dans le monde politique haïtien, mais aussi... pas forcément le journaliste, mais l'haïtien que je suis, quand j'étais là pour voir qu'une dame, une femme devenait présidente d'Haïti, c'était un événement pour moi. Voilà. On va laisser le journaliste maintenant pour parler au professeur, puisque vous enseignez aussi. Alors, vous enseignez parce que vous avez été influencé par votre mère, qui est aussi enseignante, ou bien c'est pour arrondir les fins de mois? Vous êtes professeur au CEDI
Non, pas pour arrondir les fins de mois. Je crois que Les fins de mois sont assez bien arrondis déjà. Oui, on est assez chanceux et béni pour dire qu'on travaille et puis qu'on peut... Oui, bon, on n'en a jamais assez peut-être. Mais ce n'est pas ça qui m'a conduit vraiment dans cette activité. Moi, j'aime partager aussi parce que j'ai beaucoup appris d'autres personnes. Et si je peux apporter une expérience à d'autres jeunes, je le fais volontiers. Et effectivement, je suis là, je fais des interventions, que ce soit pour des journalistes dans des séminaires à Port-au-Prince ou en province. Je suis disponible pour partager avec d'autres, parce qu'en partageant, on apprend aussi. Moi, ça me plaît de le faire. Voilà. Vous avez cette sensibilité pour la présence féminine dans la corporation. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, vous avez fait une intervention, vous avez fait un plaidoyer pour qu'on ait un quota plus intéressant, plus élevé de femmes dans la corporation. On va suivre ce reportage de Télé-Kiskia. Responsable Haïti Presse Network la Clarence Renoir qui t'a expliqué expérience li dans radiodiffusion, saluer progression mesdames yo dans journaliste pendant dernière année ça yo. Li dit gen impression gen plus qualité ka journaliste fille yo par rapport ak journaliste garçon yo. Li encourager mesdames yo entrer dans secteur pour suivre trace plusieurs journalistes femmes qui te goumen pour liberté femme ak la presse qui marqué passage yo dans radio. Clarence Renoir. Mesdames yo pas en pile vraiment dans la radio. Dans le pays d'Haïti. Mais moi-même, je vois que nous sommes beaucoup plus nombreuses au cours de ces 20 dernières années quand même. Et le problème pour se soulever là, et Martine tout à l'heure, problème d'association, le secrétaire général là, JH là, il est capable de parler plus que moi-même de ça. Cependant, moi, j'ai remarqué que c'est le même type de problème dans tout qui gagne dans l'association qui est réunie en majorité des hommes, c'est-à-dire des garçons journalistes, des hommes journalistes. C'est-à-dire qu'il y a un esprit associatif qui manquait. Donc, ce n'est pas que chez les femmes, pas une motivation, pas une détermination. C'est les hommes journalistes aussi, les garçons journalistes, et les mêmes problèmes. Donc, c'est un problème qui va différent. Dans ce secteur, nous ne sommes pas prêts pour nous jouer un quota que mesdames ont demandé 30%, mais nous ne pas loin non plus d'après. Nous ne sommes pas prêts, nous loin. Ça veut dire que nous déprenons devant. La presse haïtienne nous déprenne devant. Mesdames, pour continuer, nous déprenons devant sur la question de quota. Ça. Et ce n'est pas étonnant que les gens qui m'ont dit quota, ou bien les gens qui m'ont dit quota, sont journalistes que le DE de l'IBM. On a parlé de l'IBM, après c'est Marie-Laurence qui la scène. Et commencer dans la presse, dans les médias en Haïti, en 1986. C'est pour montrer comment progression fait quand même assez rapidement. Alors, vous confirmez qu'une présence féminine dans la corporation, une présence plus prononcée de femmes dans la corporation, nous aiderait à avoir des journalistes ou bien une pratique journalistique plus professionnelle? Oui, une meilleure qualité, je crois, parce que d'expérience, si vous regardez le nombre de femmes qui existent dans cette profession, qui travaillent dans cette profession déjà, vous voyez qu'elles sont très excellentes. Elles apportent cette excellence aussi, mais à mon avis, une certaine sérénité dans le travail. Quand il y a des femmes, on dirait qu'on est moins excité ou moins fou à travailler dans n'importe quelle façon, à n'importe quelle condition. Mais les femmes peuvent apporter cette tempérance, je dirais, qui est bon aussi pour ce métier. Vous diriez donner les médias aux femmes? Jean-Jean Roosevelt, donner le monde aux femmes. Non, c'est pas ça. Là. Les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Tous les métiers sont ouverts, je crois, aux femmes. Et heureusement qu'on a quand même quelques bons exemples de modèles de femmes qui ont travaillé dans les médias et qui ont laissé leur nom. Je disais que malheureusement, on n'a pas de mémoire qui soit là pour montrer maintenant aux jeunes qu'il y a vraiment des noms célèbres de femmes et qui sont encore là. Hein. J'ai dit pour Liliane Pierre-Paul, c'est une icône. Ouais. Et on a suivi pour vous Clarence à l'œuvre. Au CEDI, où il enseignait devant un groupe d'étudiants qui ont aussi fait des témoignages sur le professeur Clarence Renoir. Suivez ces extraits d'images que nous avons tournés au CEDI pour vous. Alors, comment ça va? Comment ça allez? Ça va.
Et qu'est-ce qu'on fait ce matin? Dire, ah non, je ne vis pas avec les autres, je suis protestant. Ça veut dire, prier, c'est universel. Monsieur dispense un cours de publicité. Il dispense très bien son cours, comment atteindre sa cible, etc. Il y a une radio, on doit passer dans la radio, c'est vrai, mais qui radio va passer et est-ce que si nous voulons la radio, ça, l'homme va passer. Donc c'est une affaire c'est une affaire scientifique comme nous avons. Et science de la publicité. Il y a une étude qui est faite pour déterminer où sont les cibles. À quel moment elles sont là les cibles, et donc je ne peux pas participer aux essais. Comme je vous ai dit, j'ai un rapport très très étroit et très profond avec la communication en général. L'enseignement, je crois, est venu à moi parce que déjà ma maman était une enseignante. Un dessin qui est trop rempli, je vois à l'entrée du site. Ce matin, je l'ai vu, il y a une annonce qui parle de sécurité. Trop d'informations là-dedans. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps aujourd'hui. Le temps nous fait la guerre. Je dois vous dire, parmi les nombreux cours que j'ai suivis ici depuis mon arrivée, le cours de publicité, c'est un cours auquel j'avais envie d'assister et que le professeur Clarence Renoir qui l'enseigne, je trouve que sa méthode est correcte. Tout comme l'objectif de la publicité, c'est atteindre sa cible et que le professeur, lui, a atteint son objectif parce que le cours passe bien, très bien, et que je me permets de répondre au nom de tous les autres étudiants pour dire qu'il est apprécié par tous et que c'est un cours qui nous invite à la documentation et que je vais, après ce cours ici avec le professeur, continuer à agrandir mon champ et de connaissances en ce qui a trait avec la publicité. Je me souviens quand je suis arrivé à Port-au-Prince, j'ai un oncle qui enseignait dans une école et un jour il ne pouvait pas aller à l'école et il m'a appelé, il m'a demandé de venir le remplacer pour faire quoi? Pour lire pour les enfants les pièces classiques de Corneille et de Racine. Donc j'y ai peut-être pris goût, mais un peu plus tard je me rendrai compte que je suis encore dans la communication de manière générale. C'est pas par nécessité économique que je vais dans l'éducation, dans l'enseignement. C'est plutôt aussi par souci de communiquer à d'autres personnes ce que le minimum que j'ai en moi, peut-être aussi pour apprendre d'eux-mêmes. Parce qu'en communiquant, en donnant, on reçoit aussi. Et quand je rencontre beaucoup de jeunes à qui je parle, j'essaie de transmettre une certaine connaissance. Je crois aussi qu'ils me parlent, ces jeunes-là, à leur façon à eux, et j'apprends aussi d'eux-mêmes. Donc je crois que de manière très large, je reste dans ce que je fais, la communication générale, que ce soit la communication journalistique ou encore l'enseignement. Évidemment, il faut avoir les moyens pour le faire. Je ne suis pas un pédagogue de l'enseignement, mais j'ai appris sur le tas à transmettre certaines notions, certaines connaissances. Une bonne voix dans le quartier qui est déployée, adieu elle, on n'oubliera pas. Donc la cible reste quoi? Les gens du quartier. Moi, je n'ai plus ça, on le côté dans le quartier. Le président de l'impression, on va prendre ça, on a un ça, etc. Tout ce que je reproche à monsieur, c'est qu'il ne nous a jamais donné des références bibliographiques. Tout simplement pour mieux acquérir les connaissances en publicité. Il paraît que vous êtes tout aussi efficace au micro qu'avec la craie. Les étudiants ont fait de très bons témoignages sur vous, sauf l'une des étudiantes a dit que vous ne donnez pas de bibliographie, c'est vrai? Bon, c'est un commentaire, hein, j'accepte. Mais bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Moi, je ne crois pas, je n'ai pas une vocation d'enseignant et je ne suis pas formé pour ça, je n'ai pas été formé pour ça, mais j'essaie de donner quand même ce que je peux donner. Et bon, s'il y a une réception qui est faite positive, tant mieux, voilà. Alors, Clarence Renoir n'a pas seulement roulé sa bosse dans les médias, il a aussi discrètement fait du sport. Alors, j'ai appris d'une source bien informée que vous avez même joué au tennis avec l'actuel Premier ministre, mais il vous a battu. Hein? Oui, j'aurais souhaité le battre, mais ce n'était pas possible. Parce que lui, il était un professionnel. Vous savez que quand il jouait vraiment, quand Laurent Lamotte jouait, et je parle de Laurent Lamotte, je ne parle pas du Premier ministre, quand Laurent Lamotte jouait, et moi qui suis un passionné du tennis et d'autres personnes espéraient le voir sur les cours internationaux parmi les grands. Absolument, parce qu'il jouait vraiment bien.
Il jouait vraiment bien, il avait le profil d'un professionnel. Et bon, et peut-être qu'à l'intérieur de lui, il était beaucoup plus politique que tennistique. Donc il a fait, voilà, il est Premier ministre aujourd'hui. En effet. Alors, maintenant, on va revenir au journalisme. Vous qui avez vécu la pratique du journalisme avant le départ de Duvalier, après Duvalier et bien après Duvalier et actuellement, et bon, alors des observateurs avisés disent que après Duvalier, la presse s'est fourvoyée dans une sorte de libertinage au lieu de liberté de la presse. Pour m'expliquer, il est facile d'entendre à la radio, par exemple, quelqu'un à qui on donne le micro, qui accuse quelqu'un de voleur ou d'assassin sans avancer de preuves. Alors, tout bonnement comme ça, quelqu'un peut entendre son nom cité à la radio comme voleur ou assassin. Il y a ce libertinage qu'on confond avec la liberté de la presse. Comment vous appréhendez cette forme de pratique du journalisme en Haïti présentement? Écoutez, à mon avis, tout de suite après 1986, il y a eu une sorte d'euphorie médiatique, je dirais. Tout le monde se précipitait dans les médias pour parler. Et Liliane aime dire ça, et c'est bien cette image pour le dire, Babouquette l'a tombé. Donc les gens étaient bridés, ils ne pouvaient pas parler, donc débridés, maintenant la parole était libérée. On en abuse maintenant. On en abusait. Et après, moi j'ai vu quand même une progression au niveau de la presse. Il faut voir ça en 2 ou 3 temps, en 3 temps même. Un premier temps de liberté totale de la parole où les gens venaient se plaindre à la radio et effectivement accusaient les uns et les autres, ou s'accusaient les uns et les autres dans les médias. Après, la presse avait un profil un peu plus professionnel et pour faire la décantation des choses, c'était plus cette caisse de résonance qui ramassait tout et qui répercutait tout, mais qui faisait le tri pour savoir où est l'information, où n'était pas l'information. Et après, on est retombé dans une autre dérive encore plus grave, à mon avis, effectivement, que vous signalez ici. Bon, il y a à considérer le fait aussi que nous avons connu une progression dans le nombre des médias et que malheureusement... La qualité ne vient pas avec. Parce qu'il n'y a pas eu de formation qui marche avec cette fulgurance de multiplication de médias, que ce soit la radio, la télévision, on en a beaucoup à Port-au-Prince aujourd'hui, ou dans le pays en général. Malheureusement, ça n'est pas venu comme ça. Donc du coup, toutes les personnes pouvaient aller à la radio et parler à la radio. Il n'y avait plus de temps d'apprentissage de la radio, il n'y avait plus d'école vraiment sérieusement pour le faire. Et puis, malheureusement, c'est ce qu'on constate, mais bon, je laisse les commentaires aux autres, pas à moi. Hein. on va faire l'autocensure. Mais on reproche aussi... On devrait le faire. Oui, justement. On reproche aussi à certains journalistes, commentateurs politiques aujourd'hui, de se mettre au centre des débats. On mélange les pinceaux. Par exemple, pour les gens... On peut écouter la radio et puis le présentateur vous annonce un reportage qui est supposé être le reportage d'une information neutre sans commentaire. Et on a l'impression, au cours de ce reportage, d'écouter plutôt un commentaire ou un éditorial. Donc ce mélange de genres est dû à un manque de formation ou à cette libéralisation de ce métier où tout le monde s'autoproclame journaliste et mélange les pinceaux. Par exemple, les éditions de nouvelles qui connaissent le plus de succès, c'est les éditions où le présentateur commente lui-même, qui présente l'information, commente lui-même l'information ou fait de l'humour dans l'information. Oui, c'est malheureusement pas une ligne très professionnelle qui est suivie. Alors, votre génération était, vous diriez, plus professionnelle, plus tatillon sur les bords que les nouveaux pratiquants qu'on a aujourd'hui? Je vous laisse juger de tout ça, mais je crois effectivement entendre ou comprendre qu'il y a une tentation. C'est même plus une tentative, c'est une tentation, parce qu'on est là-dedans. Effectivement, que les gens fassent beaucoup de commentaires. Alors que ceci, effectivement, est appris et enseigné dans l'école, qu'il faut séparer le fait du commentaire. Le commentaire mental ne fera pas la différence entre l'information et le commentaire. Et là, maintenant, effectivement, on mélange tout, ce qui n'est pas bon. Et on a besoin, à mon avis, d'un sursaut, d'une reprise en main de la profession pour dire, écoutez, il faut faire les choses de manière professionnelle. On ne peut pas tout dire à la radio, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout mélanger. Et il revient
aux directeurs de médias, aux propriétaires de médias, comme aux directeurs d'information, comme aux associations aussi de journalistes, de voir tout ça avec les journalistes et pour régulariser les choses. Sinon, on va se laisser aller. Et je crois que pour la profession, ce n'est pas une bonne chose. Aussi, les excuses que certains sortent, c'est les journalistes professionnels, enfin, ceux qui pourraient être professionnels, très professionnels, bien formés, ne sont pas bien rémunérés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des pseudo-journalistes, des gens moins formés qui nous remettent ça parce que, justement, on dit qu'on accuse les patrons de médias de ne pas bien payer les journalistes. C'est pourquoi, donc, quand ils commencent à avoir, enfin, les journalistes de carrière, après avoir acquis un certain nombre d'expériences où ils pourraient mieux faire, et quand les responsabilités augmentent aussi, ils sont obligés de laisser la presse pour autre chose, pour devenir par exemple communicants, parce que justement, ce qu'on leur offre comme salaire ne peut pas répondre à leurs obligations, à leurs besoins. Donc vous voyez, c'est une question que les propriétaires de médias, il y a des associations de propriétaires de médias. Vous êtes propriétaire de médias aussi, non? Non, ça comme ça, propriétaire de médias, pas vraiment. Mais je parle des médias. Je parle des médias qui sont à l'avant de la scène et qui sont concernés par ce que vous dites là. C'est-à-dire les associations de patrons, les associations de journalistes aussi doivent regarder ça. Pour ne pas dire des syndicats. C'est-à-dire voir comment un journaliste intègre un média, comment il est recruté, est-ce qu'il est bien formé, est-ce qu'il est formé, est-ce qu'il bénéficie de formation en cours de route toujours, est-ce qu'il est bien rémunéré, est-ce qu'il faut un salaire de base minimum pour partir, etc. Si toutes ces conditions-là sont réunies, si on regarde tout ça vraiment, on peut effectivement relever le niveau des intervenants. Et peut-être arriver à l'image de la France où on exige la carte de presse où le journaliste doit répondre à certaines obligations. Par exemple, 70% de ses entrées doivent provenir de la pratique du journalisme. Comme ça, on n'aurait pas des journalistes qui sont à la fois journalistes et communicants, qui travaillent dans la matinée dans un média et dans l'après-midi, ils sont dans un bureau de communication d'un ministère ou d'une institution autonome de l'État. Ce qui ne devrait pas normalement se faire. Absolument. Et c'est dommage que ça soit effectivement pratiqué en Haïti. Parlant de politique, alors j'ai une source bien informée qui m'a dit que vous avez à plusieurs reprises refusé des postes de ministre. Le poste de ministre, ça ne se refuse pas en Haïti. Oui. On m'a même dit que l'actuel président vous a peut-être rencontré, vous a proposé le poste de ministre. Pourquoi vous avez refusé d'être ministre? C'est parce que le journaliste, vous y êtes attaché ou bien il y a d'autres craintes dans la politique? Vous n'aimeriez pas vous faire brûler les ailes? Oui, il faut savoir se protéger, il faut savoir aussi dire oui ou dire non quand il faut le faire. Et même pour répondre plus directement à cette question, je dirais que je ne me sens pas encore prêt. Et pas encore prêt, c'est pas sur le plan professionnel ou d'expérience, mais peut-être j'ai des exigences, des obligations familiales qui me retiennent à la maison et qui m'empêchent de servir sous un gouvernement ou sous un autre. Vous avez été convoqué, quand je n'étais pas convoqué, on vous a appelé au Palais National et ceux-là qui vous accueillaient vous appelaient déjà ministre, monsieur le ministre. Tellement... le bruit courait que vous alliez être ministre, mais vous avez dit non. Comment dit-on non au président de la République quand il vous propose un poste de ministre? C'était quoi votre argument? On ne peut pas dire non à un président de la République. Justement, ça, c'est ce que j'ai toujours entendu. Ouais. Comment vous avez dit non? J'ai pas dit non. J'ai expliqué que je ne pouvais pas le faire et à cause de mes responsabilités familiales. Mais vraiment, profondément, je crois que mon temps viendra aussi. Un temps viendra où je serai plus libre. Je crois que tout citoyen doit pouvoir un jour se sentir honoré de servir son pays et il choisira le temps pour le faire. Alors c'est bien d'être. Alors c'est peut-être bien honorifique, intéressant d'être ministre, mais un ministre qui passe 3 mois, par exemple, qui passe 6 mois à son poste, ne peut pratiquement pas faire grand-chose. Et est-ce que ce n'est pas aussi une crainte de ce côté-là? Par exemple, un ministre n'a aucune garantie qu'il va passer 3 ans ou les 2 ans qui restent, par exemple, avec le président Martelly. Aucun ministre n'a la garantie qu'il va être ministre pendant ces 2 ans qui restent ou 3 ans qui restent. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de ce côté-là, puisque j'ai pu comprendre dans la préparation de cette interview que vous êtes quelqu'un qui aime la stabilité? Oui, c'est vrai, j'aime la stabilité. Et si je n'ai pas une garantie que je suis en train de faire quelque chose de durable, je préfère ne pas m'y mêler.
Et en politique, on ne peut pas avoir le contrôle sur le temps, vraiment. Hein, le temps politique. Et surtout en Haïti. Surtout en Haïti. Surtout en Haïti, absolument. Donc, c'est une précaution. C'est une question que l'on doit se poser, ou que l'on devrait se poser, effectivement, sur une mission. Si on vous appelle en mission, la mission doit avoir une durée. Moi, je suis sensible aussi un peu à ça, si vous voulez, à mon image personnelle. Et pourquoi aurais-je accepté d'être ministre si je suis là pour 3 mois Alors, j'en parlais à quelqu'un, il m'a dit s'il était à la place du président, il vous contraignait de devenir, la contrainte de devenir ministre, parce que peut-être que vous méritez la place, puisque vous l'a refusé. Parce que ceux-là qu'on appelle, qu'on invite à être ministre, qu'on propose les postes de ministre et qu'ils acceptent tout de suite et qui savent, bon, pratiquement, ils vont rien faire. Il y en a ceux qui cherchent aussi à devenir ministre. Alors vous refusez cette position. Peut-être que vous avez ce souci d'efficacité de résultat. Peut-être que vous auriez été un bon ministre. Non, mais c'est vrai. Moi, je crois que j'ai ce souci-là, effectivement, de la durée et des résultats. Donc, il faut les moyens pour le faire. Il faut certaines garanties pour le faire. Si on peut refermer la parenthèse ici, voilà, c'est bon. On a beaucoup parlé de politique. Mais ok, comme journaliste pratiquant qui est sur le terrain, pas le genre de journaliste qui fait les commentaires seulement derrière le micro, qui ne sont jamais sur le terrain, qui ne savent pas ce qui se passe, votre lecture de l'actualité présentement, votre lecture de la situation politique où il y a un dialogue qui traîne, et où nous sommes dans l'éventualité d'un changement de gouvernement, où on annonce après le carnaval des troubles politiques pas intéressants du tout pour le pays. Votre lecture de l'actuelle situation? Je crois que nous sommes encore dans une période de transition. Je disais dernièrement à... on va revenir encore à Pierre-Raymond Dumas, cette transition qui ne finit jamais. Je lui ai dit ça à Pierre-Raymond, votre chronique ne serait jamais plus réelle aujourd'hui. Et la transition haïtienne, comme on peut voir, elle est longue. Et la transition vers la démocratie dans ce pays sera encore longue. Et ça va prendre encore quelques années, quelques mandats de président. Donc oui, c'est ça, on est encore dans cette période de transition, donc où effectivement il faut un dialogue, il faut un pacte, il faut signer des accords. Et les accords seront des désaccords demain, il faut revenir, etc. Donc je crois que c'est une expérience qui est longue, qui est en train d'être faite, et qui vient avec son lot de problèmes pour le commerce, le business qui ne marche pas, mais pour aussi le pays qui n'arrive pas à trouver cette stabilité qui est nécessaire à tout pays pour avancer. Bon, on ne peut pas regarder seulement écouter les commentaires pour savoir ce qui va se passer. Il faut vivre les événements. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas devin. Et moi, je vis le quotidien, j'écris sur le quotidien. C'est l'histoire du quotidien que je fais en tant que journaliste. Si les événements viennent, j'écrirai, je ne commenterai pas. Mais voilà, on attend. Alors, sans apport de commentaires positifs, sans affirmation positive, comme disent les tenants de la philosophie positive, l'avenir d'Haïti, elle sera comment, selon vous? L'avenir sera ce que nous ferons du présent. Vous connaissez un avenir meilleur que le présent? Oh, je crois que oui. Je crois que oui. C'est pas une affirmation positive? Non, je ne peux pas être positif là-dedans à 100%. Je ne peux pas. Si je pouvais me projeter dans cet avenir-là pour le dire et voir les résultats, je le dirais. Mais je crois que l'avenir dépendra de la somme des actions individuelles de chaque Haïtien en ce... Au regard de ce que nous additionnons présentement pour construire cet avenir, est-ce que vous croyez qu'on aura un avenir meilleur? Par exemple, dans 10 ans, 20 ans, on sera comme le présent gouvernement voudrait qu'Haïti soit dans 30 ans un pays émergent. Vous croyez dans ce rêve, dans cet objectif ou dans ce vœu pieux? On sera différent de toute façon. Ça ne peut pas être comme ça et tout le temps. Différent positivement? Mais je crois que oui, ça doit changer quelque part. Il faut que quelque chose change, disait le pape Jean-Paul II. Justement, vous en avez parlé dans votre livre aussi. Oui. Vous en avez parlé de la visite du pape. Si, c'est un événement que personne a fait de mon temps. Ne peut oublier, quoi. On l'a vécu dans la piété, la piété catholique. Enfin, je dirais haïtien même, parce que tous les Haïtiens étaient quand même intéressés à voir ça, cet événement-là.
Vous avez dit catholique, mais vous allez à l'église, à la communauté, l'église de la communauté évangélique d'Haïti, à Delma 75, puis une église plutôt protestante. Vous n'avez pas suivi le chemin de votre mère qui est catholique, fervente? Oui, je suis de toutes les religions, je dirais, si vous voulez que je dise ça comme ça, parce que la religion ou les religions, quand on les pratique dans certaines églises, c'est vers le même objectif que l'on tend. Mais effectivement, j'ai changé de cap à un certain moment sans savoir pourquoi exactement. Et je me suis retrouvé à un chemin, je dirais, à l'inverse de ce que mes parents m'avaient appris ou m'avaient conduit de mon enfance catholique, enfant de cœur que je fus, et même rêver d'être prêtre un jour dans ma vie. Et puis voilà, c'est la vie. Alors, les enfants grandissent et puis votre femme, il y a espoir qu'elle revienne. Aussi l'espoir qu'elle revienne définitivement en Haïti. Elle vient régulièrement. Voilà. Oui. Mais je crois que oui. Mais c'est dommage quand vous dites ça, ça me fait un petit pincement au cœur parce que ce sont les difficultés de la vie qui obligent les pères ou les mères et cette femme, Gabrielle, à vendre ses services à l'extérieur, à aller travailler à l'extérieur, laisser sa famille et vivre dans des conditions difficiles en Afrique, être malade de temps en temps, hein, c'est pas facile. Bon, je crois qu'elle reviendra, pour sûr, définitivement. C'est le souhait le plus profond que je fais et sans doute elle-même aussi. Et les enfants aussi d'ailleurs. Et vous continuez à lui chanter Gabrielle. De temps en temps. Alors, c'est sur cette note d'amour, d'espoir que sa femme revienne définitivement en Haïti qu'on va mettre fin à cette émission où Clarence Renoir, sans langue de bois, nous a pratiquement tout dit. Et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine édition où une autre personnalité va tout nous dire. Bonsoir, à bientôt.